seul verrouillage qui est vraiment visible, c'est le verrouillage médiatique. Oui. Le seul qui est vraiment visible, c'est le verrouillage médiatique, parce que nous avons des preuves tangibles de journalistes qui voudraient nous interroger, nous poser des questions, etc., et qui prennent des rendez-vous et qui d'un seul coup, d'un seul, se décommandent sans explication. Et on en a plusieurs De maintenant. quels médias? Je préfère ne pas les citer pour pas les... Mais enfin, vous pouvez me croire sur le parole. On a eu, c'est notamment arrivé avec Vincent, qui avait quelqu'un, un journaliste d'un grand journal, qui l'avait contacté pour avoir un entretien. Cet entretien a été d'ailleurs, il était extravagant, puisque je parle de Vincent Rousseau, donc, que vous connaissez à peine, et qui est quand même quelqu'un qui, vous apprendrez à le connaître, vous verrez que c'est quelqu'un qui est une tête pensante sur des questions, des questions très très complexes, hein, de la masse monétaire, les banques centrales, c'est des choses où je suis assez calé. Que quelqu'un comme lui, avec son parcours, ait été pendant 15 ans à la BCE, et ensuite adhéré à l'UPR, c'est en soi une information sensationnelle, qui normalement aurait dû motiver de nombreux journaux, qui auraient dû au moins faire une brève ou faire un entretien. Il y avait quelque chose de croustillant. D'ailleurs, quand on a annoncé le ralliement de Vincent Brousseau, sur Internet, notamment sur la page Facebook, on a battu un record de j'aime. Hein, je crois qu'on a atteint quasiment les 700 j'aime et un record de consultation, parce qu'on a des statistiques. Bon. Donc la matière au buzz était là. D'ailleurs, je crois que l'agence Info Libre ne s'y est pas trompée, puisque je crois qu'ils envisagent de l'interroger. Mais normalement, le communiqué de presse qu'on a envoyé a été envoyé à plusieurs milliers de personnes. Il y a au moins, je ne sais plus combien, 1500, combien de personnes ont ouvert le communiqué sur Vincent? Un millier, quelque chose comme ça. Il y a plus d'un millier de journalistes qui ont ouvert le communiqué, parce qu'on a un accusé de réception qui l'ont ouvert. On a la preuve d'ailleurs qu'il y a eu 2 journalistes qui ont contacté Vincent et qui n'avaient pas été destinataires. Donc ça veut dire que ça a parlé au sein des journalistes, de la communauté des journalistes. Notamment la personne qui voulait l'interroger dans un grand journal n'était pas destinataire. Donc c'est quelqu'un du journal ou quelqu'un d'un autre journal qui l'a prévenu. Voilà. Et d'un seul coup, les 2 rendez-vous dans une radio ont été annulés. Espérons que je ne veux pas les citer parce que peut-être que ça n'est que partie remise. Mais enfin, et puis ça n'est pas la première fois. Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui, le 16 avril, Vincent Brousseau. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez un parcours atypique. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'agence Info Libre. Vous avez donc travaillé 15 ans à la BCE et vous êtes aujourd'hui, vous avez intégré l'UPR et donc vous êtes d'ailleurs vous présentez aux élections européennes et vous représentez le centre de la France. Alors je voulais vous demander comment passe-t-on de la BCE à l'UPR, qui je le rappelle milite pour une sortie de l'Union européenne. Eh bien, ça s'est fait quand même d'une façon transitoire, assez progressive. C'est pas du jour au lendemain que je me suis dit l'euro c'est pas bien, il faut tout arrêter. Non, non. J'imagine. Oui. J'ai remarqué que j'étais plus tout à fait dans la ligne si j'ose dire, la ligne du parti, encore que ce parti, ça ne soit pas véritablement un parti, mais une institution. Lorsqu'il y a eu les résultats du référendum de 2005, où, si vous vous souvenez bien, le non l'avait emporté, normalement, ça aurait dû me déplaire. J'ai constaté que ça ne me déplaisait pas. Et alors, à partir de là, j'ai vu que mes sentiments profonds sur la chose européenne avaient dû commencer à changer. Mais évidemment, ça a pris un certain temps avant que j'admette, en quelque sorte, que je m'étais trompé sur toute la ligne. Ça a pris plusieurs années. En plusieurs années, j'ai réfléchi à ce qu'impliquait la construction européenne, telle que je l'avais vue avant, telle que j'observais qu'elle était sur le moment, ce qu'il y avait des hiatus, est-ce que ça se ressemblait. Et puis j'ai pas réfléchi seulement tout seul, j'ai aussi fait, comme beaucoup de gens, des recherches sur l'internet, où d'ailleurs je n'ai pas trouvé tout de suite l'existence du parti UPR de M. Asselineau.
Mais par exemple, quel était votre sentiment au point de départ quand vous êtes entré à Quand je suis rentré à la BCE quelle était votre en utopie 1998, une utopie c'est parfaitement cela. J'imaginais que nous allions... Vous savez que nous avons pour l'instant un État-nation qui est la France, et puis nous avons un État-nation qui est l'Allemagne, et nous en avons quelques autres à côté. Et ce que j'imaginais, et c'était une utopie, c'était que ces États-nations allaient être annulés et remplacés par un nouvel État-nation plus grand qui s'appellerait l'Europe, avec un peuple unique, tous les attributs de la souveraineté, faire ce qu'était la France, mais à une plus grande échelle, si vous voulez, ou faire ce qu'était l'Allemagne, mais à une plus grande échelle. Et une des choses dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il existe bel et bien un peuple français, un peuple allemand, un peuple espagnol, mais il n'existe rien de tel qu'un peuple européen. Ça, c'est pas vrai, c'est l'adjonction de deux mots qui ne recouvrent aucune signification concrète. Le peuple européen est une chose qui n'existe pas. Et partant de là, faire un État-nation européen devient problématique. Ce pourrait être au mieux une construction artificielle. Et en plus, je me suis rendu compte qu'on n'en prenait pas le chemin. Au cours des années, j'ai fini par regretter les confiscations de la souveraineté que subit la France du fait de la construction européenne. Et c'est ainsi que j'ai fini par passer le cap en adhérant à l'UPR. Donc initialement, vous trouviez que c'était... Initialement, je trouvais que c'était bien. Ok. Oui. Et alors, quels sont les éléments qui progressivement vous ont amené à changer d'avis sur la question? Bien, je pense que c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, c'est une utopie. C'est une utopie parce que, comme je le disais à l'instant, vous n'avez pas de peuple européen. Le peuple français, une chose que j'ai compris, c'est qu'il se définit par des références qu'il a en commun dans la tête, qui peuvent être de nature très différente. C'est des références linguistiques, des références de culture, le fait qu'ils aient vu les mêmes émissions de télévision, qu'ils aient appris les mêmes choses à l'école, qu'ils aient participé à certaines discussions dont l'équivalent ne se retrouverait pas en Italie ou en Belgique, et ainsi de suite. Et la même chose vaut d'ailleurs pour les autres pays. Donc le fait d'être un peuple est à la base d'une espèce de communauté mentale. Et puis les autres peuples, c'est d'autres communautés mentales. Mais elles n'ont pas beaucoup de points communs. Nous, avec les Allemands, nos points communs sont essentiellement des références anglo-saxonnes. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni allemandes ni françaises. Je trouve que ça fait un peu léger pour faire le ciment d'un nouveau peuple sorti du néant. Ouais, d'autant qu'ils n'appartiennent pas à... D'autant plus d'ailleurs que dans ce cas de figure, ni l'Angleterre ni l'Amérique ne font partie du projet d'intégration politique européenne. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais d'ailleurs, ça se reflète dans le comportement des gens à la Banque Centrale Européenne, où j'ai vécu 15 ans, ça je peux en parler. Les gens ne s'adressent pas les uns aux autres de la même façon s'ils sont de la même nationalité, ou s'ils sont de nationalités différentes. Alors il n'y a pas que la question linguistique, évidemment, ils sont obligés de parler anglais quand ils s'adressent à quelqu'un qui ne provient pas de la même nationalité que lui, mais ils ne disent pas la même chose non plus, ils sont plus formels, ils sont plus distants. On finit très bien par percevoir la différence. Il y a également, mais ça c'est par contre-coup, moins de camaraderie entre les gens d'origine nationale différente et les gens de même origine nationale. Mais surtout, c'est dans la tête qu'ils n'ont pas les mêmes choses, quoi. Je disais tout à l'heure, ce que nous avons en commun avec les Allemands ressort pratiquement exclusivement de la sphère anglo-saxonne. Vous pouvez discuter avec eux de films s'ils sont américains, de livres si ce sont des livres américains, mais ils ne connaissent pas plus l'intérieur de la France que nous connaissons l'intérieur de l'Allemagne. Il n'y a pas de volonté. Et il n'y a pas de volonté, c'est exactement ça. Il n'y a pas de volonté. Alors, naturellement, il y a une fiction de volonté. Parce qu'on est tous censés être très pro-européens, très en faveur de la construction européenne, tout ci, tout ça. Donc il y a des choses qu'on ne dira jamais. Mais la réalité des sentiments, au bout de 15 ans, on finit par la voir. Et en fait, les uns se fichent de la nationalité des autres, et réciproquement. Ce qui n'est pas en soi mal. Mais ça prouve une chose. C'est que cette histoire de construction du peuple européen était une utopie. Et c'est là que je voulais en venir. Alors si c'est une utopie, est-ce que c'est bien, est-ce que ça se justifie de faire la construction européenne? Là, la réponse est non. Parce que qu'est-ce que ça pourrait être? Si ça ne peut pas devenir un État-nation avec tous les attributs de la souveraineté tel que l'est encore la France,
qu'est-ce que ça peut devenir à la place? Ben, ça peut devenir une mosaïque d'États où on ne saura pas bien où se situe le pouvoir, s'il se situe à l'échelle fédérale ou bien s'il se situe à l'échelle nationale. Vraisemblablement, ne se situera-t-il plus nulle part. Et donc, cette construction nous aura finalement amené à faire une perte, pas un gain. Il n'y aura plus d'autorité de dernier ressort, ni européenne, ni française. En somme, c'est la porte ouverte à une domination étrangère. Et j'ai bien l'impression que maintenant, le propos de la construction européenne dans son ensemble est celui-là. Celui de nous inféoder à une puissance étrangère qui n'est pas européenne et qui, elle, reste un État-nation parfaitement solide. Mais justement, il y a M. Asselineau qui a sorti pas mal de conférences là-dessus, qui montrent l'influence des Américains dans la construction. C'est son cheval de bataille, et je dois dire que c'est une des choses qui ont contribué à me faire le prendre au sérieux. Parce que naturellement, quand je le découvrais sur Internet, je ne savais rien de lui. Ce qui m'a disposé favorablement envers son mouvement, c'est qu'il arrivait de son côté, sans qu'on n'en ait jamais parlé ensemble, à des conclusions auxquelles j'étais arrivé tout seul, dans mon fort intérieur, sans en avoir parlé avec personne. Donc ça crée déjà au départ un certain sentiment de confiance. Et il y avait notamment cette histoire de l'émergence d'une domination américaine sur ses vassaux du continent européen, que personnellement je percevais très bien à des petits détails de la vie quotidienne dans mon institution. Et lui, naturellement, il l'avait vu d'ailleurs. Il a une vision beaucoup plus historique, beaucoup plus large de toutes ces choses. En fait, il aurait dû être historien. Je ne comprends pas pourquoi il a fait de l'économie. Sa vocation, c'est l'histoire. Il me dit que c'est un passionné de oui. l'histoire. Et au niveau de la monnaie, est-ce que justement, là aussi, il y a une influence américaine dans la décision monétaire Non, pas directement. Encore, il faut se rappeler qu'il y a, je crois que c'était il y a 2 ans, une conférence que donnait, c'est pas une conférence, c'est un congrès des décideurs de la zone euro qui se tenait, me semble-t-il, à Varsovie, de la zone euro ou de l'Union européenne. Le ministre des Finances américain s'est invité à cette petite sauterie, alors qu'il n'était pas du tout prévu. Et non seulement il a pu rentrer, mais en fait il a dirigé les débats. Donc ça donne une idée de l'indépendance qu'on peut avoir vis-à-vis des États-Unis si ce genre de choses est possible. Le même individu avait d'ailleurs rendu visite à M. Schäuble, qui est le ministre des Finances allemand, dans sa résidence de vacances, de sa propre initiative. Il avait dit « j'arrive » pour discuter avec lui de ce que l'Allemagne devait faire dans le cadre de la crise qui était alors naissante, et dont on pensait qu'elle pourrait conduire à une explosion très rapide de la zone euro. Donc M. Schäuble était dans sa propriété de campagne, de vacances, qui est située proche de la mer du Nord, qui normalement déconnecté des affaires sauf pour des choses urgentes, et cet Américain est arrivé pour lui exposer, vraisemblablement j'étais pas sous la table, mais pour lui exposer comment son pays devait réagir à la crise européenne, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. Nous recevons des directives. Même les Allemands, qui sont un pays plutôt puissant, reçoivent des directives. On nous dit quoi faire. Par contre, vu au jour le jour de la BCE, vous n'aurez pas tellement l'impression que c'est une institution sous influence américaine. Culturellement, cependant, si. Par exemple, les procédures de recrutement favorisent de beaucoup les universités américaines par rapport aux universités européennes. Donc, déjà, il y a ça. Le simple fait d'avoir étudié aux États-Unis est un plus considérable à l'embauche. Le Saint Graal est de publier dans des revues des études économiques dans des revues américaines. Les gens, oui, c'est un peu différent quand même ce que font les économistes de type universitaire et les gens de Goldman Sachs. C'est pas tout à fait la même chose.
Mais l'économie de type universitaire américaine est aussi ce qui façonne le discours de la BCE lorsqu'elle commence à parler il faut plus de flexibilité, il faut plus de compétitivité et toutes ces choses-là. Or, c'est pas du tout innocent parce que toutes les fois que quelque chose comme la Commission européenne ou la Banque centrale européenne vous dit la flexibilité c'est bien, il en faut davantage, la compétitivité c'est bien, il en faut davantage, ce sont des mots qui sonnent bien, mais ce que ça veut dire en vrai, c'est il faut précariser 90% de la population française, il faut diminuer le niveau de vie de 90% de la population française. Alors, évidemment, si vous le dites comme ça, veuillez, s'il vous plaît, précariser et diminuer le niveau de vie de 90% de votre population, ça peut mal passer pour une basse raison électoraliste. À la place, vous employez des mots de code. Flexibilité, compétitivité, c'était l'exemple qui m'était venu à l'esprit. Mais ces mots de code proviennent d'un atelier de fabrication d'idées qui est l'université américaine. Pas l'université de Navarre ou du Mexique. C'est quelque chose de typiquement américain. Donc là, vous avez une forme sournoise d'influence américaine de nature intellectuelle et mentale plus que politique. École de Chicago. Ouais. Merkel, à moins de discréditer complètement la Bundesbank, ce qui est impensable en Allemagne, est un peu prise en tenaille. D'autant plus que ce que dit la Bundesbank se trouve par ailleurs, par une très mauvaise coïncidence, correspondre à l'état d'esprit de la population allemande et d'une grande majorité. Donc, elle ne peut pas complètement l'ignorer. Et d'un autre côté, elle reçoit des directives de l'Amérique pour que la construction européenne continue, et en particulier pour que l'union monétaire survive. Et la survie de l'union monétaire implique aussi en particulier que l'Allemagne continue d'en faire partie. Vous imaginez que si l'Allemagne cessait d'en faire partie, bien, c'est clair. Donc la pression américaine s'explique beaucoup plus par ça que par de quelconque considération économique. C'est des considérations politiques à la base. Ou stratégiques, appelez-les comme vous voulez, mais c'est pas vraiment de la macroéconomie. D'ailleurs, on nous a souvent dit au lancement de l'Union européenne que c'était pour faire contrepoids aux États-Unis. C'est exact, je m'en rappelle très bien car... C'est rigolo de voir justement à quel point les Américains veulent que l'Union européenne... Vous m'aviez tout à l'heure demandé, quelle était votre utopie, pourquoi êtes-vous venu à cette utopie. À l'époque où justement cette utopie se formait, on nous racontait ça, que l'Europe ferait contrepoids à l'Amérique. Ce qui me plaisait bien. C'est aussi une des choses dont j'ai découvert que c'était pas vrai du tout. Non seulement l'Europe ne va pas faire contrepoids à l'Amérique, mais en plus, l'Europe est fabriquée par l'Amérique de manière à organiser les vassaux de l'Amérique d'une manière simple à contrôler, fiable. Et c'est à ça que ça sert. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte parce qu'il y a aussi ce parallélisme étonnant entre les structures de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est à peu près la même liste de pays. Et il y a des références à l'OTAN dans les traités qui font de l'Union européenne. Ce qui en soi est une chose extraordinaire, si vous y songez. C'est comme si vous faisiez la Constitution française, et dans la Constitution française, vers le préambule, vous disiez que telle institution espagnole fournit la référence pour ceci ou cela. Enfin, c'est pas très digne, déjà. C'est pas très digne, mais c'est très révélateur. C'est très révélateur d'un certain état de choses qui est que, eh ben non, l'Europe n'est plus censée du tout faire contrepoids aux États-Unis. C'est plus sa raison d'être. Sa raison d'être serait plutôt au contraire de renforcer l'impérium américain. C'est bien de le repréciser. Oui. Alors, je vous aviez écrit un billet justement pour expliquer votre parcours. Et vous disiez dedans que même pendant les sombres années de l'occupation, l'État-nation n'avait jamais connu un risque de disparition immédiate aussi aigu. C'est vrai, enfin, le mot immédiat est important. Parce qu'effectivement, si l'occupation s'était prolongée 30 ans, là, l'État-nation aurait peut-être couru des risques de disparition. Mais enfin, tout ce qui fait les prérogatives de l'État-nation, notamment le bon fonctionnement de l'administration, avait été maintenu à peu près dans ses pleins pouvoirs. Alors que maintenant, nous constatons qu'il y a des exportations de souveraineté qui n'ont pas du tout été essayées à l'époque du régime de Vichy. Par exemple, nous avons la Commission européenne qui est responsable de l'écriture de plus de 80% de nos lois. Il n'y avait rien de tel. Là, l'État-nation
est véritablement menacée de disparition, et ce d'autant plus que le processus a plus que 4 ans pour se développer. Ici, le processus de la construction européenne se développe peut-être depuis 40 ans, et il n'est pas prêt de s'arrêter si nous n'y mettons pas bon ordre, ce qui fait que le danger là existe. C'est quelque chose que vous n'aviez pas du tout envisagé avant, il y a une quinzaine d'années. À une quinzaine d'années, non. En fait, il y a une quinzaine d'années, j'aurais même pas envisagé que ce soit une mauvaise chose. Une des missions principales que s'est fixée la BCE était de lutter justement contre l'inflation. Alors c'est plus qu'une mission qu'elle s'était fixée, c'est le mandat que lui donne le traité. Le traité dit la BCE devra faire en sorte que l'inflation soit contrôlée. Et ensuite il y a un autre texte dont je ne me souviens plus s'il est dans le traité ou en dehors du traité qui donne l'interprétation concrète de ce contrôle, qui est que l'inflation doit rester entre 0% et 2% par an. Est-ce que justement cette mission principale, ce mandat qui lui est donné de lutter contre l'inflation ne favoriserait pas l'émergence de chômage dans les différents pays membres? Pas nécessairement, parce que la Bundesbank avait le même mandat et l'histoire récente de l'Allemagne ne montre pas un taux de chômage particulièrement énorme. Donc l'histoire est plus compliquée. C'est pas juste parce que vous avez de l'inflation que vous avez du chômage. Il y a aussi autre chose, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas d'inflation aujourd'hui. Je sais que le chiffre de l'inflation officielle est très bas. Mais enfin, il m'arrive de parler avec des gens qui vivent en France, et ce depuis longtemps. Et j'ai jamais entendu dire quelqu'un que le coût de la vie ne s'était pas renchéri d'une manière absolument dramatique. Il y a une unanimité totale sur cette question. Les choses sont maintenant plus chères qu'il y a quelques années. Tout le monde paraît le croire. Et j'ai du mal à penser qu'il s'agit d'une illusion collective. S'il en est ainsi, ça veut dire que l'inflation officielle ne représente plus l'inflation dans sa réalité. Et alors, nous avons aujourd'hui à la fois un chômage important et un renchérissement de la vie important. Donc vous voyez, c'est pas mécanique le lien entre les deux choses. Vous pouvez tout à fait avoir le moins bon de deux mondes. Ceci posé à la marge, le fait de devenir plus strict sur l'inflation, toute chose égale par ailleurs, comme disent les économistes, ne peut pas être bon du point de vue de l'emploi. Mais c'est pas un rapport de causalité simple entre je mets une inflation basse et donc plein de chômage va arriver. Qu'est-ce qui justifie vraiment ce mandat prioritaire? Alors ce mandat prioritaire est justifié par le fait que c'était une exigence des Allemands. Et d'ailleurs c'est normal, la Bundesbank a à peu près le même mandat. Et on dit, j'ai tendance à croire que c'est vrai, que cette insistance extraordinaire des Allemands sur la valeur de la monnaie, donc l'absence d'inflation en fait, ou une inflation très basse de manière très durable, serait due au traumatisme de l'épisode de 1923 où ils ont connu une hyperinflation. C'est deux choses différentes, l'hyperinflation et une inflation... Oui, mais quand vous êtes traumatisé, vous ne faites plus ce genre de raisonnement. Ah, oui. Si vous avez souffert de l'hyperinflation, après vous n'êtes pas prêt à entendre qu'un peu d'inflation c'est bon. Donc c'est pas une décision a priori rationnelle. Ce n'est pas une décision a priori rationnelle, si c'est pour réagir à un trauma, non. Ouais. Naturellement. Moi je ne saurais pas dire que une inflation contenue est forcément mauvaise. Mais le mandat de la BCE dit que l'inflation ne doit pas dépasser 2%. Et donc ça remonte à la Bundesbank, et ça remonte à la préférence du peuple allemand, et ça remonte probablement au traumatisme de 23. Donc la deuxième exigence, c'est effectivement que les États soient tenus totalement en dehors des décisions de la Banque Centrale Européenne. Et notamment en termes de... Quand on dit utiliser la planche à billets, c'est que les États utilisent un droit souverain de battre monnaie. Ça, c'est ce qui est interdit par le traité. Oui. Est-ce que vous pourrez en parler un peu? Oui. Le traité interdit aux États
de recourir directement à la Banque centrale, ou d'ailleurs dans leur cas à celle qui serait leur Banque centrale nationale. Mais il faut se rappeler que l'eurosystème est fait de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales. Mais si un État veut faire tourner la planche à billets, il s'adresse à sa propre Banque centrale nationale. Il ne va pas frapper à la porte de la BCE. Alors vous avez cette loi qui est maintenant, je crois, l'article 123 du traité, dont un des avatars précédents était la loi de 73 de Pompidou-Rothschild, et je ne sais pas quel était l'avatar équivalent en Allemagne, mais il y en avait un, et en Suisse c'est même pas une loi, c'est un bout de constitution, c'est intégré très haut dans le système législatif, l'État n'a pas le droit de battre monnaie. Alors ça, c'est un garde-fou qui est conçu pour éviter précisément des épisodes d'hyperinflation. Ça, c'est ce qui est dit. Niveau. Ouais. Mais ça c'est vrai, Oui. parce qu'effectivement si vous aviez, c'est très facile à calculer, c'est une règle de 3. Imaginez qu'il y ait un déficit budgétaire de, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, ça va dépendre du pays, puis vous prenez votre déficit budgétaire, vous le divisez par ce qu'on appelle l'agrégat de monnaie centrale, c'est-à-dire la quantité de monnaie qui a pouvoir libératoire, et ça vous donne un taux, et ce taux-là est ce que provoquerait, le surcroît d'inflation que provoquerait la monétisation du déficit de l'État. Donc, je m'étais amusé à le calculer l'année dernière dans le cas de la France, en prenant pour agrégat monétaire la fraction de billets attribués à la France, plus les réserves des banques commerciales auprès de la Banque de France. Et j'étais arrivé au chiffre de 20 ou 25%, ce qui voudrait dire que si d'un seul coup, l'État français se décidait à monétiser entièrement son déficit par le biais de la planche à billets, immédiatement ça shifterait l'inflation et les taux longs et les taux courts de 25%. Donc là, on n'est pas très loin de l'hyperinflation, il faut le dire. Oui. Ouais. Enfin, disons que ce serait dans le cas où on voudrait faire disparaître notre dette. Non, c'est pas si on veut faire disparaître notre dette, c'est si on veut que l'État s'adresse à la Banque de France pour toute la différence entre ses ressources et ses dépenses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on est obligé de passer par des marchés privés. Si on veut, Non, enfin, c'est pas parce qu'on passe par des marchés privés, c'est surtout qu'on est obligé de continuer à s'endetter. Peu importe qu'on passe par des marchés privés ou par n'importe qui. Si vous ne vous adressez pas à la Banque de France et que vous avez des dépenses qui sont plus élevées que vos recettes, indépendamment de à qui vous vous adresserez, votre dette va gonfler. Si au lieu de vous adresser à des marchés privés, vous vous adressiez, je ne sais pas moi, au FMI ou à un État puissant extérieur, ça n'empêcherait pas du tout votre dette de gonfler. C'est simplement de l'arithmétique. Et elle gonflerait à la même vitesse d'ailleurs. Alors, à la base, évidemment, le problème est que l'État dépense plus qu'il ne gagne. Alors après, comment ça se gère? Il y a deux façons. Vous vous endettez, ou vous transformez cette dette en inflation, et il n'y a pas de troisième solution. Ce sera l'un ou l'autre. Moi, je pense que le mieux est d'essayer de faire une combinaison des deux, qui est un petit peu de l'inconvénient de l'un, un petit peu de l'inconvénient de l'autre. Mais il n'existe pas de solution magique qui ferait disparaître les deux choses. Ce sera ou bien de l'inflation, ou bien de la croissance de la dette. Tant que l'État dépensera plus que ce qu'il gagne, j'entends. Alors si par ailleurs l'État ne dépensait pas plus que ce qu'il gagnait, ça serait différent, mais je ne vois pas comment on peut y arriver dans la circonstance concrète de maintenant. La Norvège le peut parce qu'elle a une rente pétrolière, Abu Dhabi le peut pour une raison similaire, mais la France... Est-ce que vous préconisez une sortie donc qu'on mette fin à la Banque Centrale Européenne, ou alors qu'elle passe sous contrôle des États-nations? Ni l'un ni l'autre. Ce que nous préconisons, c'est que la France quitte l'Union Européenne et la zone euro. Le reste, la Banque Centrale Européenne peut continuer à exister autant qu'elle veut, sous sa forme présente, ou sous telle ou autre forme qui lui conviendra, mais ça n'est pas notre problème. Naturellement. Et alors, est-ce que vous pensez justement que
par rapport à tout ce que disent les europhiles, est-ce que si on sort de l'Union européenne, on va vers un scénario apocalyptique? Non, je pense pas du tout. L'argument qui est le plus souvent avancé, c'est celui que le poids de la dette deviendrait insurmontable. Parce que cette dette, les OAT par exemple, resteraient libellées en euros, mais que les ressources de l'État seraient maintenant en francs, vu qu'il lèverait des États en francs, des impôts pardon, en francs. Et par conséquent, comme on peut s'attendre à ce que le franc post-euro se déprécie par rapport à l'euro, le poids de la dette qui resterait en euros deviendrait insupportable. Alors ça, c'est ce que disent tous les européistes en faisant assaut de chiffres tous plus tétanisants et terrorisants les uns que les autres. Mais c'est juste pas vrai, parce que si la France sortait de la zone euro, la dette de la France, qui est à 85% ou à 80% sous droit français, se retrouverait ipso facto convertie aussi dans la nouvelle monnaie française, et par conséquent cet effet n'aurait pas lieu du tout. D'aucune façon. Alors il resterait évidemment le cas des 15 ou 20% de dettes françaises qui n'ont pas été souscrites sous le régime du droit français. Mais c'est pas si dramatique, et il y a un économiste d'un parti concurrent qui a pensé à la solution toute simple de faire jouer la fiscalité. Vous pouvez fiscaliser des obligations, même si c'est vous, l'État, qui avez émis cette obligation. Et donc, on pourrait dire quelque chose du genre, enfin aux débiteurs, aux créanciers qui détiendraient de la dette française qui serait sous droit anglais ou américain ou suisse, que sais-je. Vous avez le choix entre refuser la conversion de votre titre obligataire depuis l'euro vers la nouvelle monnaie française, mais alors faites attention que vous allez avoir sur les coupons une taxe tout à fait confiscatoire, ou bien, alors sinon, vous acceptez la redénomination en franc français et il n'y aura pas cette taxe. Je pense qu'avec ça, il suffit de régler le montant de la taxe confiscatoire assez haut et on réglera définitivement le problème. On entend par taxe confiscatoire. Ben, par exemple, voilà, j'ai un titre qui rapporte 5% par an. Donc moi, l'État, comme débiteur, tous les ans, je vous donne 5. Hein, puisque c'est ce que je vous dois. Mais, comme je suis aussi capable de lever des impôts, sur ces 5, je lève un impôt sur le revenu de 4,95. Et donc vous touchez la différence entre 5 et 4,95 au lieu de toucher 5. C'est confiscatoire. Je pourrais aussi, si on va par là, taxer le remboursement du principal. C'est très confiscatoire. Ou alors, je pourrais ne rien faire du tout, puis vous acceptez la redénomination de titre obligataire de droit anglais qui est présentement en euros, en titre obligataire libellé en francs français. Et là, il n'y aura pas de taxe confiscatoire. Après, c'est vous qui voyez. Et quels seraient les autres avantages que vous escomptez si la France sort de l'Union européenne? Si la France sort de l'Union européenne, elle récupérera un certain nombre de choses qui ont été perdues, et pour commencer, le pouvoir de faire ses propres lois toute seule, ce qui, j'estime, est très important. Mais il n'y a pas que ça, on récupérera aussi la politique monétaire, évidemment. On récupérera un peu d'argent parce que finalement on est contributeur net, on l'oublie, mais nous payons plus d'argent à l'Union européenne que nous n'en recevons. Et enfin, on sera moins inféodé d'un point de vue militaire et diplomatique. Parce que l'Union européenne est liée à l'OTAN. Qui est dans l'Union européenne doit être dans l'OTAN ou avoir une politique de défense qui ne contredit pas, ne contrevient pas à celle de l'OTAN, et par conséquent doit en somme prendre les ordres des Américains, ce qui nous amène, nous, à envoyer des soldats en Afghanistan ou en Libye, où nous n'aurions pas été probablement de notre propre initiative. Je me demande pourquoi la Libye, excusez-moi, mais c'est même pas une ancienne colonie française. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère? En fait, on obéit à des ordres.
Il y a un gendarme du monde, il est très occupé et il délègue un peu ses tâches à l'Union européenne pour bombarder la Serbie ou à la France, pour pacifier la Libye, ou un peu à tout le monde pour aider à tenir l'Irak. Donc ça, ce serait un avantage de ne plus avoir à le faire, je pense. Ça permet de mutualiser le coût des guerres? De rester dans l'OTAN, vous voulez dire? Pour les Américains, oui. Ah, pour les Américains, oui. Non, c'est pas mutualisé, là, c'est carrément prélevé. Parce que naturellement, ces guerres américaines sont faites avec des soldats français et aussi des budgets français, qui proviennent d'impôts français, sur des contribuables français. C'est mieux que si c'était des contribuables américains qui payaient des impôts américains. De leur point de vue, ça se comprend. Et puis enfin, ça risquerait... Enfin, maintenant, c'est peut-être un petit peu tard, mais il faut songer que l'affrontement entre la Russie et l'Amérique n'est probablement pas définitivement terminé. Et ce ne serait pas forcément une très bonne chose que d'être obligé de prendre parti. Je rappelle que donc l'UPR prône de sortir de l'OTAN. Ah bah oui, nous faisons les trois à la fois de façon indissoluble et liée. L'OTAN, l'euro, l'Union européenne. Dans l'ordre que vous voulez, mais les trois à la fois. Certains disent qu'on peut quitter l'euro sans quitter l'Union européenne. Oui, mais nous voulons les trois. Mais est-ce qu'il est possible de sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne? Légalement non, mais dans la pratique ça le serait. Naturellement, quand j'étais dans mon ancien emploi, on a travaillé à communiquer de presse qu'on ferait si ça arrivait. D'accord. C'est quelque chose qui est possible, bien que ce soit illégal, parce qu'il n'existe aucune disposition dans les traités européens qui permettent à un pays de l'Union européenne de quitter l'euro. En revanche, il en existe une qui permet de quitter l'Union européenne. Article 5. Voilà. C'est exact. Ok. Bon, on va en profiter là, on parlait de l'UPR, donc là vous êtes candidat donc, au centre. Oui, dans la région Massif Central Centre. Exactement, voilà, oui. Tout à fait. Alors quel est le projet de l'UPR de participer à ces élections européennes, lui qui est pour la sortie de... Ah, vous voulez dire pourquoi est-ce qu'on s'adresse à une élection européenne alors qu'on est un parti anti-européen? Exactement. Oui, c'est une très bonne question, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont officiellement contre la France et qui sont députés français. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'en faire autant? Oui, je pose la question, quel est justement bon, mais quel serait le projet? Imaginez, vous espériez faire contrepoids Non, pas au jour le jour, pas du premier coup, bien entendu. Mais il faut commencer par quelque chose. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et s'il y avait des élus UPR au Parlement européen, mais une première chose qu'ils feraient, ce serait de rechercher dans les élus des autres pays s'il y en a qui pensent de façon similaire. Et pas forcément pour faire un groupe parlementaire, mais plutôt pour mettre au point ensemble. Et comme député européen, on a une certaine crédibilité, une certaine tribune, une certaine possibilité de parler, des scénarios concrets de sortie. Vous comprenez bien que si les députés européens présentent des scénarios concrets de sortie, soit de l'Union européenne, soit de l'euro, ça a autrement plus de poids que si c'est le maire d'une petite ville ou un apolitique complet. Donc c'est ça qu'on voudrait faire. Naturellement, nous voterions selon notre conscience, mais vu ce qui va être élu au Parlement européen, en général, on serait minoritaire. Oui. Mais ça, on le sait. Mais c'est pas une raison pour ne pas... Il y a quelle force politique vous pensez au Parlement européen avec lesquelles vous pourriez discuter de... Eh bien, j'en sais rien, parce qu'elles ne sont pas encore élues. En fait, on ne connaît pas le résultat des élections dans les 27 autres pays. Il se pourrait qu'il y ait des formations dont nous n'avons pas encore parlé. Dans ce qui est déjà à l'heure actuelle Dans ce qui est déjà à l'heure actuelle, à ce moment-là, il faudrait regarder probablement plus sur les avis. Parce que la seule qui me viendrait à l'esprit, ça serait AFD. Bon, c'est un parti anti... il n'est pas encore élu, mais je le compte parce que les sondages disent qu'il va avoir des sièges. C'est tout. Alors donc cet AFD-là, de création relativement récente, nous ressemble par certains... C'est un parti allemand. Il nous ressemble par certains points parce qu'il est anti-euro. Mais il se différencie de nous parce qu'il n'est pas anti-OTAN ou anti-Union européenne. Néanmoins, imaginez qu'il y ait des députés UPR et des députés AFD, on peut parler sur le sujet sur lequel on est d'accord, qu'il est sorti de l'euro.
Des partis comme DLR, par exemple. Alors, le parti comme DLR aussi nous... Eux aussi, je pense, ont à peu près la même stratégie. Oui, mais il se distingue encore de nous par rapport Oui, bien sûr. aux trois, d'ailleurs. Parce que sur l'OTAN, corrigez-moi si je me trompe, il me semble que DLR veut seulement sortir du commandement intégré de l'OTAN, alors que nous, on veut sortir de l'OTAN tout court. Sur l'Union européenne, c'est pas très clair, mais j'ai l'impression qu'ils souhaitent plutôt la réformer que de la quitter. C'est ce que j'ai compris aussi. C'est ce qui n'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, on veut bien qu'elle se réforme ou qu'elle ne se réforme pas. On veut juste la quitter. Mais on ne veut pas entrer dans le débat, faut-il la réformer ou pas la réformer. Ça ne sera plus notre affaire. Et enfin, pour ce qui est de l'euro, ils ont cette idée qui vient probablement de Jacques Sapir, de remplacer l'euro par autre chose, ce qu'ils appellent une monnaie commune et pas unique. Alors que nous, on ne veut pas du tout remplacer l'euro par quelque chose, on veut juste remplacer, on va remplacer l'euro par une monnaie nationale et point barre. Donc il y a quand même des différences sur les points qui sont pour nous les plus importants. Euro, Union européenne, OTAN. Vous êtes... oui. Et alors non seulement il y a ces points-là, mais en plus je trouve que ça jette un doute sur la sincérité de leur vision souverainiste. Parce que pourquoi que des demi-mesures? Y a-t-il une raison? À la limite, s'ils donnaient une raison, ben, on pourrait voir, mais... Nous leur demanderons Oui. à l'occasion. Pourquoi s'arrêter à la sortie du commandement intégré? Pourquoi remplacer l'euro par une monnaie commune n'est pas unique? Il y a quand même plus simple. Pourquoi ne pas aller au plus simple? Pourquoi réformer l'euro? Pourquoi faire une autre Europe? Est-ce qu'il y a une raison? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Non mais vous remarquez, c'est quand même une question légitime qu'on se pose quand on regarde. Et là, tout ce que je viens de dire, ça s'applique aussi bien à DLR qu'au Front National. On entend souvent parler donc, qu'il faudrait plus de fédéralisme en fait, et que c'est un peu le problème qu'on a dans l'Union européenne, c'est que on n'aurait pas, enfin, ce ne serait pas une Europe assez fédérale. Et donc, quand elle deviendrait plus fédérale, certains des projets que nous avons maintenant disparaîtraient, c'est ça? C'est l'idée. C'est ce qui est dit en tout cas. Oui. Alors je sais qu'il y a en plus il y a différents points de vue par rapport. On n'est même pas d'accord entre les pays sur ce qu'on entend par fédéralisme. On en parlait un petit peu tout à l'heure, je vous disais que la France, de ce que j'avais compris, était plutôt dans un fédéralisme où elle modifiait, elle ajustait sa constitution à la constitution européenne, alors que les Allemands, eux, disent plutôt qu'il faudrait que la constitution européenne prenne en compte et s'adapte à la constitution, aux constitutions nationales. Ils sont plutôt dans un esprit de confédéralisme. Alors, ce qui veut dire qu'ils préfèrent que la primauté reste au droit national allemand. Mais je suppose que là, quand vous dites les Allemands, vous voulez dire le gouvernement de l'Allemagne. Oui, bien sûr. Oui. Le gouvernement allemand dit franchement ce qu'il pense, c'est très amusant à observer. Évidemment, s'il est dans cet état d'esprit, comment voulez-vous que le moindre fédéralisme puisse fonctionner? Ou alors on fait une Europe sans l'Allemagne. Une Europe confédérale, je sais pas. Alors, une Europe confédérale, oui, c'est une autre option. Donc, le gouvernement français serait plutôt dans une optique fédéraliste. Il va donc avaler son chapeau. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Europe confédérale exactement? Où passent les pouvoirs? Ils vont au sommet européen ou ils restent à l'échelon des nations? Est-ce que c'est très clair ça? J'ai l'impression que c'est un rideau de fumée. Moi. Car en fait, la souveraineté ne se partage pas. C'est insécable en quelque sorte. La souveraineté, c'est le pouvoir d'avoir le dernier mot. Et par définition, il ne peut pas y en avoir deux. Il faut forcément que quelqu'un ou quelque chose ait le pouvoir d'avoir le dernier mot, et alors du coup, le reste ne l'a pas. Donc, pour savoir clairement ce que pensent les uns ou les autres de l'évolution européenne, il faut voir, ou de sa non-évolution, ou de sa déconstruction, il faut voir où ils mettent dans leur idéal à eux, la souveraineté. Est-ce qu'elle doit exister au niveau européen, ou alors est-ce qu'elle doit exister au niveau national? Il est impossible qu'elle existe aux deux. Il est par contre possible qu'elle n'existe à aucun des deux. Ça peut arriver. Si nos pays deviennent complètement vassalisés, ni les nations constituantes, ni l'Union européenne n'aura la souveraineté. Est-ce que vous prévoyez ça pourrait arriver. Je pense que quand même le processus est tellement avancé maintenant que oui, la victoire finale n'est plus certaine. On pourrait disparaître.
Mais c'est normal que les gens perdent confiance dans le pouvoir des élections, aussi pour cette raison qui est importante, qui est que dans la réalité, l'UMP et le PS font la même politique, c'est le même parti. Or, comme dans la pratique, vous élirez, au moins pour les trucs importants, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le président de la République, uniquement un UMP ou un PS, il en résulte que vous avez de facto la possibilité de voter pour un parti unique. Et c'est pas motivant. Une fois que vous avez compris ça ou ressenti ça, eh ben, il est possible que vous vous détachiez complètement des isoloirs et que vous tourniez la page. Ouais, bah, c'est ce qu'on observe, en tout cas, même aux dernières municipales, hein, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu énormément d'abstention. Oui. Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif alors? Écoutez, si on s'est fixé un objectif, on m'a pas dit en interne lequel c'était, je sais pas. D'accord. Eh bien, merci monsieur Brousseau d'avoir accepté cet entretien de l'agence Infolibre. Je rappelle donc que vous êtes candidat. Oui, Massif Central Centre. Exactement. Eh bien, à bientôt.